Bonjour Sabine, bonjour François, bonjour Vincent. J'aurais bien aimé être avec vous, là, ça a l'air très sympathique dans le bureau de Vincent aujourd'hui, mais bon, avec la fin de session qui est un peu occupée, c'était difficile pour moi de me rendre à Montréal. Bon, de toute façon, on va tenir ça en ligne, c'est super. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce quatrième atelier déjà de ce cycle de conférences et de séminaires sur la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Après avoir parlé de preuve de protection des renseignements personnels, d'identité numérique la dernière fois, on va aujourd'hui parler d'un sujet qui est, en tout cas en ce qui me concerne, que je ne connais pas très bien, mais qui m'intéresse beaucoup, en fait, donc de gestion documentaire avec nos deux panélistes, deux présentateurs, présentatrices aujourd'hui. Sabine Mas, qui est professeure titulaire à l'école de bibliothéco-métrie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal. Oui, il n'est pas facile depuis 2008. Elle enseigne notamment des cours relatifs aux sciences de l'information, au fondement de l'archivistique, à la gestion numérique des documents d'archives et à la diplomatique contemporaine. Alors, un terme, moi, que je connais peu, en fait, que je trouve très intéressant. Alors, François Sénécal, qui est avocat et directeur au sein de l'équipe de protection des renseignements personnels chez KPMG. Il enseigne également au programme de cyber-enquête à l'École polytechnique de Montréal et à la maîtrise en administration du commerce électronique à l'Université de Sherbrooke. Alors, un programme très intéressant avec deux experts sur un sujet dont on a grand soif d'en connaître plus. Je vous avouerai, moi, que personnellement, je lisais la biographie de nos panélistes et j'ai moi aussi une maîtrise en histoire. C'est quelque chose que je n'utilise pas vraiment dans ma vie de tous les jours, mais j'ai une maîtrise en histoire à Sciences Po, en histoire et théorie du politique. Et on avait fait quelques petits cours aux archives nationales, à comment manipuler des documents d'archives, mais c'est très loin pour moi, puis c'est pas quelque chose que je mobilise beaucoup. Donc, j'ai hâte de voir comment on va pouvoir faire le pont entre. Je me rappelle très bien qu'on utilisait des gants blancs, des petits gants blancs pour vraiment faire très attention aux documents, aux originaux. J'ai hâte de voir comment on traduit tout ça dans la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Évidemment, on parle de documents numériques, de documents technologiques beaucoup plus que de petites enveloppes dans les archives numériques. Mais donc, un document, une présentation ou deux présentations qui vont fort probablement être extrêmement intéressantes aujourd'hui de rabouter ce concept de gestion technologique et de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Alors, sans plus tarder, je pense que je peux d'emblée leur laisser le soin de nous présenter ce sujet très intéressant. J'ai cru comprendre que ça allait être la professeure Mas qui va commencer. Très bien. Alors, merci beaucoup, puis bonne à tout de suite. Merci pour l'invitation. Et en fait, sujet simple a priori. Quand Vincent m'a invité, je dis « Oh, super, pas de problème, ça va être facile. » Puis en fait, la préparation de cette conférence a été un peu plus complexe que prévu en raison des différents enjeux que la LCCJTI soulève en matière de gestion documentaire. Et par conséquent, en fait, il a fallu faire des choix compte tenu du format de la présentation qui est relativement courte finalement. Donc, on peut commencer par souligner que les archivistes québécois ont très peu publié sur la LCCJTI et son impact sur la gestion documentaire. Par contre, ils se sont davantage intéressés à la notion de document dans l'environnement numérique. Les principales publications qui émanent au sujet de la LCCJTI, en fait, proviennent de différents comités ou groupes de recherche mandatés par le gouvernement du Québec lui-même. Et concernant l'accueil de la LCCJTI au sein de la communauté des gestionnaires de documents et des archivistes, je me permets de citer en guise d'introduction les propos de ma collègue Marie Demoulin, juriste de formation et anciennement professeure à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal. Voici ce qu'elle dit à ce sujet. La loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, la LCCJTI, est une loi qui n'a pas très bonne réputation, tant auprès des juristes que des professionnels de l'information. Parfois jugée obscure, abstraite, inapplicable, elle a pourtant pour mérite de reconnaître la valeur juridique des documents technologiques. C'est en effet grâce à la LCCJTI, je la cite toujours, qu'il est permis de numériser un document en toute légalité, de signer valablement un contrat au moyen d'une signature électronique, de faire des modifications officielles par courriel, bref, d'accomplir par voie électronique toutes les formalités, les opérations documentaires
autrefois réservée au papier. En fait, le silence des gestionnaires de documents par rapport à la LCC-JTI pourrait être interprété comme une forme d'assentiment tacite basé sur des pratiques déjà existantes. Et cette présentation, voilà, son intention, en fait, c'est vraiment, ça a été de tenter de comprendre, de commenter, de critiquer la loi en la situant par rapport à la gestion documentaire du point de vue d'une théoricienne en archivistique que je suis et d'un praticien en droit des technologies de l'information dont j'ai qualifié François Sénécal. Notre présentation est articulée autour de 3 principaux points. Nous commencerons par présenter quelques généralités sur la gestion documentaire, soit sa nature, sa fonction, sa portée, à l'intention notamment des juristes présents dans cette salle virtuelle. Et dans un deuxième temps, nous procéderons à une clarification terminologique sur quelques notions mentionnées dans la loi afin de distinguer le vocabulaire juridique du vocabulaire informatique et du vocabulaire en gestion de l'information. Dans un dernier temps, nous présenterons quelques enjeux liés à la notion d'intégrité de documents et d'hyperdocuments. Le questionnement à la base de notre présentation a été le suivant. Comment les gestionnaires de documents interprètent la LCC-JTI? Est-ce que cette loi guide les professionnels de l'information? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre la LCC-JTI et la gestion documentaire et, par exemple, sur les questions d'intégrité, de changement de support, etc. Donc, concernant la gestion documentaire, son équivalent anglais, excusez mon accent, Records Management, désigne la gestion intégrée des documents produits ou reçus dans le cadre des activités d'un organisme. Elle est ancrée à l'origine dans une certaine matérialité puisqu'elle est liée au développement, voire à l'explosion du papier dans les organisations à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Au Québec, la gestion documentaire est généralement dite intégrée pour 2 principales raisons. La première, c'est que la gestion documentaire doit gérer les documents tout au long de leur cycle de vie, de leur création jusqu'à leur élimination ou à leur conservation permanente. Deuxièmement, la gestion documentaire porte sur tout document créé ou reçu dans le cadre des activités d'une organisation, et ce, peu importe le support et le format de ces documents. Ce deuxième aspect trouve une correspondance directe dans la LCC-JTI, dont le but est notamment l'équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, quel que soit le support des documents. La gestion documentaire se concentre donc sur les documents dits d'activité, qui soient actifs ou semi-actifs au sens de la loi sur les archives, et ne gère pas la documentation ou les ouvrages d'une bibliothèque réelle ou virtuelle au sein d'un organisme. À quoi ça sert la gestion documentaire? Là encore, la gestion documentaire vise à gérer plus efficacement les documents au sein des organisations par la mise en place de bonnes pratiques et d'outils de gestion. L'absence de gestion documentaire peut facilement mener à une baisse de productivité, à la perte de documents importants, à une faible confiance des partenaires d'affaires, à une mauvaise gestion des connaissances et de la mémoire organisationnelle. Pour toutes ces raisons, la gestion documentaire peut être présente dans tous les secteurs d'activité, à la fois dans les organismes privés et dans les organismes publics. Pour les organismes publics, la gestion documentaire est encadrée par plusieurs lois, dont la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, et par la loi sur les archives. La première oblige les organismes publics à se doter d'une liste de classement de leurs dossiers et la seconde oblige les organismes à établir un calendrier de conservation des documents. Ces outils conçus pour gérer les documents sur support papier sont en cours de transformation face à la nouvelle réalité du numérique, qui remettent en question les méthodes et outils propres à l'environnement papier et ouvrent de nouvelles possibilités, ne serait-ce que pour faciliter l'explosion de la masse électronique. À cette législation se sont ajoutés des guides de bonnes pratiques, des normes nationales, internationales, afin d'encadrer la mise en place d'un système de gestion des documents d'activité dans l'environnement numérique. La LCC-JTI s'inscrit elle aussi dans cet environnement normatif et législatif qui encadre la gestion documentaire. Traditionnellement, la gestion documentaire était la responsabilité du personnel impliqué dans la production des documents, tels que les secrétaires. Or, depuis plus de 3 décennies maintenant, avec l'arrivée de la micro-informatique, beaucoup plus de personnes
aujourd'hui peuvent créer, recevoir et gérer les documents de façon autonome, sans avoir la formation ou la sensibilisation pour le faire. Vous-même, avocats, notaires, gestionnaires, vous êtes devenus des acteurs bien involontaires de cette gestion documentaire au sein de vos organisations. Les problèmes déjà connus dans l'environnement papier se sont amplifiés avec le numérique. Prolifération et éparpillement des documents dans divers formats, statuts, versions, sur des ordinateurs personnels, des serveurs institutionnels, dans l'info nuagique, voire sur des cellulaires et des tablettes, dont les documents sont sauvegardés eux-mêmes sur des serveurs hébergés sur le territoire national ou international. La gestion documentaire corporative, en parallèle avec la sécurité de l'information et de la cybersécurité, vise à contrer les effets négatifs de la gestion essentiellement individuelle des documents sur des espaces de sauvegarde personnels ou partagés, localement ou en réseau. Cette situation amène, et là je cite mon collègue Yves Marcoux, également professeur honoraire à l'EPSI, à l'École d'économie des sciences de l'information. Donc, cette situation amène la possibilité de perdre des documents relatifs à ces ententes d'affaires et en particulier des preuves qui pourraient servir à se défendre en cas de litige. Même lorsque les documents ne sont pas perdus, leur valeur juridique pourrait être diminuée par l'impossibilité de démontrer une rigueur suffisante dans la gestion globale des documents. Autrement dit, la gestion documentaire vise à doter les organismes publics et privés de méthodes et d'outils, de mécanismes de contrôle de sécurité et de qualité de l'information, de mécanismes systématiques de sauvegarde, entre autres, visant à mieux gérer les documents sur tout support, incluant les documents technologiques. La LCC-JTI définit l'équivalence fonctionnelle et affirme que les documents qui sont fonctionnellement équivalents ont la même valeur juridique, peu importe le support. Autrement dit, on offre des services dans la technologie au choix du citoyen ou du client. Du formulaire papier ou du formulaire numérique sont équivalents. Du point de vue de la gestion documentaire, la notion de preuve peut être comprise comme une valeur de témoignage du bon déroulement des activités et de la qualité des processus qui sont documentés. Par ailleurs, tous les documents n'ont pas la même valeur dans les organisations. On distingue les documents d'activité comme étant ceux produits et reçus dans le cadre du fonctionnement et de l'accomplissement de la mission d'une organisation. Ces documents ont une valeur administrative, juridique, financière ou opérationnelle. Le gestionnaire de documents s'intéresse à ces documents-là spécifiquement. L'idée, c'est vraiment de repérer les documents les plus importants pour l'organisation dans son fonctionnement et dans l'accomplissement de sa mission. On parle aussi de la catégorisation des actifs informationnels sur lesquels les efforts de gestion et de sécurité doivent être prioritairement consentis. Et c'est le rôle du responsable de la gestion documentaire d'identifier, de capturer, de sécuriser l'accès, de s'assurer de conserver les documents ayant une valeur fiscale, administrative, juridique et pour certains, une valeur patrimoniale. Dans la LCC-JTI, la définition de la notion de document est une définition plutôt technique, fort probablement tirée d'une terminologie davantage issue de l'informatique que du domaine juridique. Plusieurs juristes se questionnent très certainement sur la pertinence d'aborder dans la LCC-JTI la notion de document et s'interrogent sur le sens des notions telles que tangible, logique ou technologie de l'information. Ainsi, pour certains juristes, la notion de support plutôt que celle de document serait suffisante car plus englobante. Or, selon l'adage, le législateur ne parle pas pour ne rien dire. Nous souhaitons montrer ici en quoi la distinction entre document, support, information, données, voire métadonnées, est utile et importante en matière de gestion documentaire et surtout dans le contexte de la préservation de l'intégrité et donc de la valeur probante des écrits ou des éléments matériels de preuve. La gestion documentaire, comme son nom l'indique, porte originellement sur de l'information consignée, appelée document. Et ce concept de document est important en sciences de l'information, car selon la norme ISO 5127, un document est de l'information enregistrée ou un objet matériel qui peut être traité comme une unité dans un processus documentaire. Donc, pour un gestionnaire de documents, les concepts de documents dans la LCC-JTI, les concepts de dossier aussi sont des notions importantes dans le domaine
qui nous concerne, qui est celui de la gestion documentaire, car il s'agit d'objets de base pour l'échange d'informations. Il est également important que la LCC-JTI aborde la question des banques de données, car c'est dans les systèmes d'information corporatifs, dans des applications informatiques, dans les bases de données que l'information est désormais consignée, créée et reçue. Avec les outils de gestion traditionnellement créés pour gérer les documents dans l'environnement papier, ces outils-là, ils peuvent continuer de s'appliquer dans une certaine mesure et avec certaines limites et adaptations aux documents technologiques, aux dossiers, aux banques de données en tant que documents. En bref, la notion de document entendue selon la LCC-JTI comme de l'information portée sur un support est une notion familière et importante du point de vue des gestionnaires de documents. Plus important encore, l'intelligibilité est non seulement de nature sémantique, mais aussi à mettre en lien avec l'obsolescence des technologies. L'expression document technologique elle-même, que l'on retrouve dans la LCC-JTI, n'est pas vraiment familière aux gestionnaires de documents, même s'il est possible d'en comprendre le sens et la raison d'être. La LCC-JTI utilise l'expression document technologique pour désigner les documents sur support autre que le papier, tels que des supports électroniques véhiculant une information codée sous forme analogique, tels que des disques vinyles, des cassettes vidéo VHS, etc., ou sous forme numérique, par exemple des traitements texte, des chiffriers, ou autres, pour désigner des documents exploitant des technologies encore inconnues. On peut penser par exemple aux technologies basées sur la mécanique quantique qui est en cours de recherche. Donc l'expression document technologique est une expression très englobante qui désigne finalement l'ensemble des documents dont le contenu cesse d'être lisible directement à l'œil nu. On parle d'opacité de l'information contenue dans de tels documents, puisque ces documents technologiques ont en commun d'être très liés aux machines pour y inscrire l'information ou la lire. L'information est créée, représentée et distribuée par des ordinateurs, des bobines de films, des négatifs photographiques, des lecteurs audio, par exemple. Ce qui préoccupe ici les gestionnaires de documents, c'est l'obsolescence des technologies, comme évoqué plus tôt, c'est-à-dire du vieillissement du matériel et des logiciels permettant de rendre et de garder l'information intelligible à travers le temps. Alors que la LCC-JTI utilise l'expression document technologique sans grand discernement pour souligner surtout l'équivalence fonctionnelle des supports, il est important pour les gestionnaires de documents de faire une distinction entre ces différents documents technologiques, car leur gestion et leur préservation varient selon le type de document technologique dont il est question et surtout selon la façon dont est articulé le contenu, c'est-à-dire l'information et le support. En réalité, les documents technologiques désignent une grande diversité de catégories de documents que l'on retrouve par ailleurs évoquées dans les règles canadiennes pour la description des documents d'archives, les RDDA, où il est question d'images en mouvement, de documents sonores, de documents sous forme électronique, etc. La confiance fondée sur le document dans sa forme traditionnelle, analogique et tangible, soit la fusion ou le caractère inséparable du support et de l'information, est mise en doute par l'instabilité du support qui est fragile et sa dissociation de l'information, surtout avec un codage numérique facilement altérable. Dans ce cas-ci, la conservation du support et du matériel de lecture ne permet plus d'assurer la conservation de l'information. Donc, on retient finalement que dans l'environnement numérique, la gestion de documents en tant qu'objet matériel ne suffit pas. Il faut également s'assurer de la gestion de l'information et des données que ces documents renferment. Donc, en plus de distinguer les documents technologiques des documents non technologiques, les gestionnaires de documents ont surtout besoin de distinguer entre numérique et non numérique. Les documents non numériques ont comme support des objets physiques facilement localisables et manipulables directement, par exemple les documents sur support papier, mais aussi les disques vinyles ou les cassettes vidéo VHS, qui sont aussi des documents technologiques selon la LCC-JTI. En contraste, avec les documents technologiques tangibles ou les documents sur support papier, les supports des documents numériques sont souvent difficiles à manipuler directement. Et c'est là où je cite mon collègue Yves Marcoux, encore dans son rapport de 2004. Il cite par exemple le support physique sur lequel repose un document enregistré
sur des disques réseaux d'entreprises pourrait être à la fois difficile à localiser précisément et difficile à manipuler physiquement directement. Par contre, les localisations et manipulations logiques du document sont faciles, sous réserve des politiques d'accès. Cette différence dans la facilité de manipulation du support physique a une incidence non négligeable sur les méthodes de gestion applicables, et c'est la raison pour laquelle nous faisons la distinction entre numérique et non numérique. Je pense que François, tu disais que c'était une distinction d'autant plus vraie à l'ère de l'info nuagique. Absolument. Je vais te demander de muter ton micro. Exactement, parce qu'il est d'enlever ton son. C'est fluide, on aime ça. On est réactif. En fait, en lisant cette fiche, cette slide-ci, je me suis dit, ça me sonne une cloche. Donc, j'ai été faire un tour à l'article 2874 et je me suis rendu compte que cette distinction-là entre documents technologiques non numériques et documents technologiques numériques avait son penchant. Donc, on y lit la déclaration qui a été enregistrée sur ruban magnétique peut être prouvée par ce moyen, le moyen d'une autre déclaration, à condition d'une preuve distincte d'authenticité. Et on renvoie ensuite à l'article 5 de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Donc, première chose ici qu'on peut se demander, c'est dans quelle mesure une pareille déclaration sur ruban magnétique ne pourrait pas être un enregistrement, un document technologique. Donc, il y a ici une fausse distinction qui serait faite. Par ailleurs, on en rajoute une couche et je me demandais, bon, est-ce que cette distinction-là ici peut justifier l'article 2874? En fait, l'analyse est particulièrement complexe et, outre le premier couac d'interprétation, on renvoie à une disposition qui est, ma foi, fort problématique ou fort complexe dans la loi concernant le cadre, la LCCJTI. Sans devoir y répondre parce que nous n'avons pas 3 heures devant nous, je pense qu'on peut se limiter à dire que Vincent Gautret avait qualifié de byzantine cette disposition dans la preuve électronique. Résumons, si on veut tenter de répondre à la question, que c'est selon lui dans la nature de la preuve externe d'authenticité qu'on va trouver la distinction entre le document technologique non numérique et celui qui est numérique. Incidemment, c'est le genre de conclusion auquel est arrivée la Cour d'appel dans la décision Benisti contre Cloda en 2018. Je remets mon son. Ça va être bon à la fin, là. OK, donc parmi les documents technologiques, la notion de document numérique est un peu plus complexe en termes d'unités documentaires à gérer. Par exemple, un document numérique ne correspond pas toujours à un fichier. Bien des documents numériques, par exemple des pages web, sont constitués de plusieurs fichiers, du texte, des images, peut-être des sons, des feuilles de style, etc. Autrement dit, une page web pourrait correspondre sur le plan juridique à la fois à un écrit et à un élément matériel de preuve, notamment s'il y a du vidéo qui l'accompagne. Il se peut qu'à l'occasion, un document corresponde exactement à un fichier, mais ce n'est pas la règle générale, comme c'est le cas aussi dans l'environnement papier, où un document pourrait ne pas être juste constitué d'une feuille de papier. Inversement, un seul et même fichier peut contenir plusieurs documents, tels que par exemple un fichier compressé qui pourrait permettre de récupérer plusieurs fichiers différents. De même, il serait utile de préciser que la notion de dossier peut désigner un objet hybride, dans le sens qu'il peut comporter des documents tangibles et d'autres numériques. Par ailleurs, on peut vouloir considérer une banque de données comme un document, mais n'est-ce pas le cas aussi pour tous les enregistrements qu'elle contient, les records, autrement dit, chaque ligne d'enregistrement pourrait être aussi un document, finalement. Donc, à quel niveau on doit appliquer une règle de conservation? Est-ce que c'est au niveau de la banque de données ou est-ce que c'est au niveau de l'enregistrement du records? Donc, ne doit-on pas prévoir plusieurs règles de conservation? Donc, il y a plusieurs questions aussi qui sont soulevées et sur lesquelles François Sénécal va revenir un peu plus tard. Qu'en est-il des documents dynamiques qui sont finalement sans frontières, sans contenu stable, sans forme fixe, dont les données alimentées proviennent de sources externes? Donc,
tout ça, les gestionnaires se posent des questions à savoir est-ce que ça rentre aussi dans leur portée, autrement dit la portée de l'intervention en matière de gestion documentaire. Donc en fait, il faut retenir qu'en réalité, il existe une très grande variété de documents technologiques et on peut en dresser différentes typologies, tant sur le plan du contenu que du support. On peut faire aussi la distinction entre les fichiers qui sont traitables ou manipulables et les fichiers non traitables, et aussi entre les formats pérennes, donc durables à travers le temps, et les formats non pérennes, par exemple, les formats propriétaires qui cessent d'exister en même temps que cesse d'exister la compagnie qui les a créés. Donc, sur le plan du contenu, en pratique, il existe aujourd'hui des milliers de formats de fichiers. Certains disparaissent, de nouveaux sont inventés régulièrement. La question de savoir si nous disposerons toujours dans 10 ou 20 ans de logiciels permettant de lire les données dans tous ces formats se pose de manière cruciale en termes de gestion documentaire. Il y a des enjeux non seulement liés à l'obsolescence et à la fragilité des supports, mais aussi à l'obsolescence des formats de données. Ainsi, pour les documents technologiques numériques, la préservation du contenu est à distinguer de la préservation du support. Pour les documents numériques, la difficulté de savoir à quel niveau doit s'exercer la préservation. Quand on a affaire à des supports perceptibles ou tangibles tels que le papier, on sait que la préservation d'un exemplaire matériel permet de conserver l'accès au contenu. Quand on a affaire à des supports technologiques, la préservation doit concerner la capacité de reproduire ou de réinventer le contenu. On parle de migration de format pour désigner le processus qui consiste à changer le format d'un document dans un but de préservation. Je vous ai projeté à l'écran un document qui circule en ce moment dans la communauté gestion de l'information, où déjà même les institutions nationales d'archives ont du mal à recommander des formats qui seraient pérennes. Donc, vous voyez, bon, je vous laisserai, je pense que le PowerPoint sera distribué plus tard, vous pourrez à tout loisir regarder le document pour votre curiosité. Donc, ici, il y a vraiment, il faut vraiment changer le format il faut prévoir la migration, donc c'est un changement de format vers une mise à jour, une version plus récente ou une version un peu plus conforme aux politiques nationales ou internationales en matière de préservation à long terme des données, des documents. Autrement dit, la migration qui vise la préservation à long terme des documents technologiques est paradoxalement aussi une opération à risque, puisque au moment de la migration, du transfert, on va revenir sur cette notion-là, il peut y avoir une perte et une altération des données, mais qui est involontaire due à la migration. Et donc, du coup, ça peut affecter d'un point de vue informatique l'intégrité du document, mais on va revenir là aussi dans quelques slides. Donc, ces notions-là nous amènent finalement aux notions d'original, de copie et de transfert, qui sont abordées dans la LCCJTI. En vertu de la règle dite de la meilleure preuve, la partie qui invoque un écrit doit déposer l'original de celui-ci au dossier de la Cour, plutôt que de déposer une copie ou un extrait de celui-ci, ou de faire entendre un témoin qui l'aurait lu, par exemple. Comme l'a souligné notre collègue Vincent Gautré dans son étude, la notion d'original n'est pas simple à comprendre selon la LCCJTI et pourrait être simplifiée. Je vous le rappelle, dans le texte de la loi, un document technologique est un document original si son intégrité est assurée et s'il remplit une des fonctions de l'original suivante: être la source première d'un document, ou être unique, ou être relié à une personne identifiable et préserver ce lien au cours du cycle de vie du document. En effet, selon la diplomatique, je m'adresse ici à Pierre-Luc, qui est la discipline consacrée à l'étude critique des documents et qui remonte au Moyen-Âge, où on avait déjà constaté l'établissement de vrai et de faux en termes de chartrier. La notion d'original, selon la diplomatique, désigne, et là probablement qu'on est tout à fait d'accord, l'acte originel, c'est-à-dire dans le sens de premier, de primitif, un acte qui est à l'état parfait. Donc, il y a la notion de perfection, c'est-à-dire apte à produire les effets que son auteur attend de lui. Cette perfection lui est conférée par la forme que prend le document. Autrement dit, l'original désigne le premier document complet et effectif, autrement dit capable d'atteindre les effets pour lesquels il a été créé. Dans l'environnement numérique, le statut du document est évalué en relation à leur routine dans le système électronique. Tout document qui n'a été ni transmis au destinataire, ni consigné dans l'espace général commun, mais conservé dans l'espace électronique dans lequel il est produit, est considéré comme un brouillon, car il est incomplet.
c'est l'acte de transmettre un document à travers les frontières électroniques externes ou internes et qui ajoute des métadonnées au document, par exemple la date de transmission et le nom de l'expéditeur, qui rend le document complet. Donc, un document présent dans l'espace documentaire général est considéré comme un original dans le cas d'un document reçu ou un document interne, ou la dernière version d'un brouillon dans le cas d'un document qui a été envoyé. Là, François, là encore, ça va être un peu compliqué au niveau de la gestion du son. Tu parlais de faits juridiques, justement en lien avec les métadonnées qui relatent les événements. C'est-à-dire, peut-être que je peux lire ton commentaire si tu... Oui, absolument. Je t'en prie. Donc, ce que François voulait rajouter par rapport à cette question-ci, c'est qu'il y a de nombreuses métadonnées qui relatent les événements système, les logs finalement, si je veux, les logs de transactions, les journaux, donc tout ce qui touche à l'accès aux modifications, aux copies, etc., et qui sont associés à des utilisateurs et à des données de contextualisation qui pourraient être elles-mêmes constitutives de faits juridiques, puisqu'elles témoignent elles-mêmes, ces métadonnées-là, d'événements. Voilà. Et, en fait, je pense que tu n'as plus le son, hein, il faudrait que je coupe le son. C'est fluide, comme je disais. En fait, donc, lorsque ça constitue des faits juridiques, c'est exactement ce dont il est question lorsque vient le temps de parler d'authentification de l'information. Donc, si je veux démontrer qu'un document est demeuré inaltéré, en fait, est inaltéré depuis un certain moment, eh bien, je peux démontrer, selon des logs systèmes, selon des journaux systèmes, qu'il n'y a eu aucun accès en écriture. Donc, ces informations-là viennent contextualiser, font partie de l'environnement du document et doivent être considérées lorsqu'on vient évaluer cette question-là du maintien de l'intégrité. Oui, tout à fait. Je vais essayer de... OK. Dans le jargon documentaire, on parle plus volontiers d'exemplaire principal plutôt que d'original, même si bien sûr, ce n'est pas tout à fait des équivalents. Mais on va parler couramment d'exemplaires principal qui vont figurer dans les outils de gestion visant à déterminer les délais de conservation des documents. Donc, on va utiliser ce terme-là d'exemplaire principal pour désigner le document ou le dossier qui atteste officiellement d'une activité. Donc, il s'agit habituellement du document ou du dossier le plus complet sur un sujet. Et l'exemplaire principal n'est pas nécessairement un document original puisqu'il peut s'agir d'une copie. Par exemple, quand on a perdu l'original, cette copie constitue l'exemplaire principal qui atteste officiellement d'une activité. Par contre, on n'est pas tout à fait d'accord avec la troisième fonction qui apparaît dans la LCCJTI pour reconnaître un original, puisqu'au sens diplomatique, original ne veut pas dire unique. On peut observer en fait une multiplicité d'originaux. Par exemple, il peut y avoir plusieurs expéditions originales d'un même écrit qui vont produire chacun l'effet escompté auprès de différentes personnes. On peut penser à un rapport qui a été envoyé par courriel à différents acteurs au sein d'un processus. On se trouverait ici en présence de plusieurs originaux. Donc ça, c'est le point de vue, on va dire, plus diplomatique où nous, on serait peut-être en désaccord avec ce point-là de la LCCJTI. Je t'ai déjà muté. Attends, c'est ça, il faut que j'en ai plus. Voilà. En fait, on pourrait même rajouter que à la base de tout le document original devrait peut-être être renommé celui qui est d'origine ou originel. C'est-à-dire qu'il permet de remonter dans le temps jusqu'au moment de la confection du document que l'on présume être contemporaine au fait juridique qu'il vient constater ou à l'acte juridique qu'il comporte. Et cette question-là de retour dans le temps fait également même écho, mise en abîme, retour dans le temps, à la présentation qui avait été faite par Charles-Maxime Panassiou au début du cycle de conférences, selon quoi, en fait, on vient se coller le plus proche possible de la réalité qu'on veut mettre en preuve, bien que personne n'était là au moment et que finalement, on est toujours pris pour faire une représentation de la réalité aux fins d'établissement d'une vérité judiciaire. Tu peux pas me démuter. Alors attends, est-ce que... Okay.
Ce qui nous amène aussi au concept, aux notions de copie et de transfert. Donc, si j'ai bien compris, en termes juridiques, la copie est la reproduction d'un original ou la multiplication d'un original. Et la LCCJTI distingue la copie du transfert. Dans le domaine juridique, là encore, si j'ai bien compris, le transfert est à comprendre comme un changement de support, implicitement du papier vers le numérique, mais le transfert peut aussi s'effectuer du numérique vers le papier. Puis là, bon, l'arrêté ministériel durant la pandémie a permis donc de faire des actes notariés numériques. Et par ailleurs, dans le cas d'un acte notarié signé à distance durant la COVID, le transfert peut aussi s'effectuer du numérique vers le papier, qui constitue le document original, pas dans le sens de document premier, mais dans le sens de document complet, signé, qui produit son effet. Dans le contexte de la préservation des documents numériques, on parle généralement de migration. Là, je pense que c'est un terme utilisé en gestion documentaire qui provient de l'informatique, où cette migration désigne un transfert périodique d'une configuration logicielle ou matérielle d'une version à une autre ou d'une génération à une autre dans le but de préserver l'intégrité des documents et l'accessibilité à l'information qu'ils contiennent. Donc, c'est vraiment dans un but de rendre cette information pérenne et cette migration se fait toujours souvent d'un support plus ancien vers un support plus récent et d'une version logicielle plus ancienne vers une version plus récente ou une version ouverte, un format ouvert. Donc, le sens est un peu différent. Et on parle de numérisation pour désigner le processus qui vise à transférer une information consignée sur un support analogique vers un support numérique. Donc, le transfert du support papier et numérique, on utilise plus, c'est ça le terme de numérisation. Et là encore, bon, je pourrais parler un peu plus sur la notion de copie. Dans la pratique, en gestion documentaire, on va distinguer plusieurs types de copies. Et je les mentionne parce que dans certains cas, on parle de copie de substitution où il est question de suppression de l'original. Donc, on distingue les copies de consultation qui sont courantes non seulement pour les documents à conservation permanente, les archives, afin de favoriser la diffusion de l'information si on veut préserver la copie originale qui serait ancienne ou abîmée, mais aussi dans les organisations, la copie de consultation permet de s'assurer qu'il n'y a pas, c'est une image document qu'on fait circuler et on s'assure ainsi qu'il n'y a pas de modification du document. Donc, la copie de consultation peut être utilisée dans le cas de processus d'affaires afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'altération du contenu. Et on parle de copie de sécurité, c'est ça, pour la conservation de l'original. Et la copie de substitution, c'est un transfert qui implique la suppression de l'original. Donc, ici, il s'agit d'un processus qui est très contrôlé et je vous renvoie au guide de BNQ concernant la numérisation des documents qui a été publié en 2019, où pour pouvoir détruire les supports d'origine, il faut que la numérisation réponde à un certain nombre d'exigences, non seulement de la LCCJTI, mais aussi ça implique des coûts non négligeables, puisqu'il y a une analyse soigneuse qui doit être faite, un projet rigoureux qui doit être mis en place. Tout ça, c'est documenté dans le document de BNQ. Et autrement dit, on ne peut pas substituer un original sans prendre des précautions. Il y a certaines précautions qui sont mentionnées dans ces documents-là. Les documents d'archives numériques, comme toutes les archives, sont d'abord conservés pour leur valeur probante, puis pour leur valeur de témoignage. Le travail du gestionnaire de documents et de l'archiviste est vain s'il ne peut pas avoir la certitude que le document est bien ce qu'il prétend être. Et la notion d'authenticité, telle que comprise par les gestionnaires de documents et les archivistes, peut se lire dans la norme ISO 15489, qui a été publiée en 2001 et qui a été mise à jour en 2016 de mémoire. Là, je cite la version 2001, où l'authenticité désigne le caractère d'un document dont on peut prouver qu'il est bien ce qu'il prétend être, qu'il a été effectivement produit ou reçu par la personne qui prétend l'avoir produit ou reçu, et qu'il a été produit ou reçu au moment qu'il prétend l'avoir été. Donc, 2 points à discuter ici. La notion d'authenticité ici ressemble à la notion d'authenticité au sens juridique, puisqu'elle émane réellement de l'auteur auquel on l'attribue, et il y a cette notion d'intégrité, autrement dit de non-modification, d'utilisation ou de dissimulation abusive, même si elle n'est pas explicitement mentionnée.
Donc, l'importance à travers cette définition, elle doit être attachée non pas seulement au document lui-même, mais à des procédés liés à la gestion documentaire, soit des mesures de contrôle tout au long du cycle de vie du document permettant de préserver l'intégrité et donc l'authenticité des documents, puisque ces deux notions sont liées en fait. Le moindre doute quant à l'intégrité d'un document remet en doute son authenticité. Donc, autrement dit, ce qu'on retient, c'est que l'authenticité d'un document, c'est une qualité, un caractère du document qui doit demeurer tout au long de l'existence d'un document. Donc ça, c'est le souci du gestionnaire de documents, de s'assurer que durant tout son cycle de vie, il n'y a pas d'altération, que l'authenticité, cette qualité-là demeure. Et bien sûr, comme on l'a dit, un document est tenu pour être authentique lorsqu'il n'a pas été falsifié, modifié ou altéré depuis sa création. Et c'est pour ça qu'en fait, on s'intéresse beaucoup au respect des politiques et des procédures qui ont été mises en place à cet effet. On va identifier quelles sont les personnes ou les machines qui sont habilitées à créer, à modifier et à annoter les documents. Il s'agit aussi de déterminer comment les documents doivent être gérés et classés. Et c'est sûr qu'un document numérique authentique est celui qui est transmis de façon sécuritaire, que l'état ou le statut du document peut être attesté, qui est aussi préservé de manière sécuritaire et dont la provenance peut être vérifiée. Et ça, je trouve ça important de souligner que la gestion documentaire, autrement dit, va davantage s'intéresser à l'examen critique des procédures de création, d'utilisation et de réception des documents qu'au document lui-même. Et elle va utiliser des nouveaux indices externes ou internes aux documents, tels que des métadonnées et la mise en place de contrôles d'accès. Autrement dit, l'authenticité du document ne suffit pas, il faut aussi s'assurer de l'authenticité des métadonnées qui l'accompagnent. La notion d'intégrité maintenant. Il y a tellement de choses à dire sur cette loi. On a combien de temps? Il nous reste 3 heures, hein, c'est ça? 3 semaines. Comme je vous dis, il a fallu faire des choix. L'intégrité, c'est au cœur de la LCCJTI. C'est un concept qui est nouveau pour les juristes, si j'ai bien compris. Et si on regarde, on fait une recherche dans la LCCJTI, il y a 40 occurrences du terme intégrité dans cette loi. Donc, les juristes sont plus familiers avec le concept d'authenticité qu'avec celui d'intégrité, mais comme je viens de le dire, les deux sont liés. Et fondamentalement, il n'y a rien de nouveau, car l'intégrité, c'est une composante de l'authenticité, comme on vient de le voir. S'il y a un moindre doute sur l'intégrité d'un document, son authenticité est de facto également remise en question. Et c'est sûr que pour apprécier l'intégrité, la loi, la LCCJTI suggère de tenir compte notamment des mesures de sécurité prises pour protéger le document au cours de son cycle de vie. Et si je ne me trompe pas, en droit de la preuve civile, la notion d'intégrité s'applique essentiellement aux documents technologiques et est l'un des éléments constitutifs de la preuve de leur authenticité. Et est-ce que tu veux parler, François, de Benesti versus Cloda par rapport à ça? J'en parlais un petit peu. Tu en parles plus loin, peut-être? Oui, un petit peu plus tard. OK. Donc, juste, là encore, peut-être qu'il manque de précision. Donc, je vais donner mon point de vue, puisque, sauf mauvaise interprétation de ma part, l'intégrité dans la LCCJTI semble ne porter que sur le support technologique qui procure à l'information la stabilité et la pérennité voulues. Donc, ça, c'est dans l'article 6. Alors qu'en archivistique et en gestion documentaire, le concept est sensiblement différent où on va distinguer l'intégrité de l'information et c'est de celle de l'intégrité du support. Donc, c'est vraiment deux notions différentes avec des enjeux différents. Et les mécanismes de protection seront différents pour l'un et pour l'autre et devront tenir compte de la typologie des formats de fichiers et des supports technologiques. En fait, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en gestion documentaire, un document est réputé intègre si l'on peut démontrer qu'il est complet et qu'il n'a jamais été altéré dans ses aspects essentiels. Et c'est là où je pense que le concept d'intégrité au sens informatique est différent, puisque si vous modifiez le moindre bit d'une information, le document perd son intégrité au sens informatique. Donc, alors que d'un point de vue gestion documentaire, ce qu'on veut retenir, c'est que les aspects essentiels demeurent, même s'il peut y avoir une modification dans la représentation qui est faite de l'information. Donc, autrement dit, l'intégrité d'un document réfère à sa complétude et à sa condition intacte.
Et cette qualité-là encore est assurée par des politiques et des procédures contrôlées relatives aux ajouts ou aux annotations apportées aux documents après leur création, lors de la transmission, la maintenance et la préservation. Et là encore, ça nous amène au procédé technologique par rapport à l'intégrité. Donc concrètement, comment protéger l'intégrité du document? Donc, il y a le guide de la Fondation du barreau du Québec qui donne des exemples de techniques ou de solutions technologiques. Il est question ici, je suis désolée, c'est tout petit, mais vous pourrez donc consulter en cliquant sur le lien le format original. Il est question d'outils cryptographiques, d'infrastructures à acquis public, de signatures numériques, etc. Donc, c'est sûr que sur le long terme, il y a des problèmes qui sont soulevés par ces technologies. Il y a des problèmes liés justement à la pérennité de ces technologies à travers le temps. Qu'est-ce qui se passe si on altère un document dans le cadre d'une migration? Donc, finalement, la signature numérique n'est plus bonne. On perd l'empreinte technologique du document et du coup, le document devient plus lisible. Vous voyez, donc, en associant ces technologies au document, et en faisant des transferts, des migrations de documents à travers le temps, ces migrations vont altérer superficiellement le document qui ne va pas perdre ses aspects essentiels, mais ces procédés technologiques sur le long terme vont être un frein, puisque si on ne conserve pas les clés qui accompagnent le document, on ne sera plus capable de le lire non plus. Donc, il y a des précautions à prendre sur le long terme dont il faut tenir compte à l'aide de ces procédés qui répondent à des besoins plus actuels, mais qui peuvent être des contraintes. J'arrive à toi, François, t'inquiète, je ne sais pas. Je termine avec cet acétate. Bref, la gestion documentaire, j'espère l'avoir démontré, est ancrée dans une certaine temporalité. Donc, il est question essentiellement de mettre en place des mesures de gestion et de contrôle tout au long du cycle de vie du document. Et la notion de cycle de vie est encore là un concept nouveau, je crois, pour les juristes, alors qu'il s'agit d'une notion davantage familière pour les gestionnaires de documents. Une vision trop technologique ou informaticienne soulève des enjeux de préservation sur le long terme des procédés de contrôle de l'intégrité, dont le sens informatique est différent, puisque le moindre changement, comme je viens de le dire, d'un bit d'information est considéré comme une altération du document. Donc, il s'agit encore là de souligner l'importance que les gestionnaires de documents doivent accorder non pas au document lui-même seulement, mais aux mesures de contrôle tout au long du cycle de vie permettant de préserver cette intégrité et donc l'authenticité des documents et des métadonnées qui l'accompagnent. La seule preuve que l'on peut avoir sur le long terme, c'est la confiance dans le système de gestion documentaire, c'est-à-dire la pratique rigoureuse d'un organisme dans la gestion d'une base de données. Puis là, je cite, j'aime beaucoup ce que tu as écrit, Vincent. Donc, sécurité et preuve sont les deux côtés d'une même médaille. Plus un document technologique est géré de façon sécuritaire, et plus sa recevabilité en preuve sera grande. Donc, je cède la parole à François. Bon, merci beaucoup, Sabine. C'est énormément d'informations, quand même nouvelles aux oreilles d'un juriste, même celui qui est habitué à entendre parler de ces notions-là. Comme quoi, bon, on est vraiment aux confins, au confluent, dis-je, de deux disciplines complexes en soi qui doivent s'arrimer, qui n'ont pas le choix. Deux disciplines particulièrement riches par ailleurs, et il y a beaucoup plus d'atomes crochus, en fait. La gestion documentaire, la preuve par écrit se sont développés en parallèle pendant des centaines d'années. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête ça. Et bon, je pense que la présentation d'aujourd'hui en témoigne. Donc, je vais faire le pont, en fait, entre une section qui est plus portée sur plus prospective ou relative à certains défis. Donc, en parlant de la notion du cycle de vie de l'information, bon, c'est une notion qui peut être nouvelle pour le juriste, certes, qui peut être un peu déboussolé lorsqu'il vient le temps de lire la loi sur le cadre juridique et de voir que ces étapes-là, en tout cas ces opérations, font l'objet d'un cadre juridique distinct. On parle de transfert, on parlait de migration qui pourrait être un transfert. On parle de la conservation qui comporte ces règles en soi. Rien de nouveau pour l'archiviste, pour le gestionnaire documentaire. Du nouveau pour le juriste,
surtout quand vient le temps d'appréhender le droit de la preuve, un droit qui est éminemment complexe, certes, mais qui est centré sur une conception plutôt statique de la conservation documentaire, plutôt statique du document en lui-même. Donc, ça vient le déboussoler définitivement. J'embarque tout de suite sur la section de certains défis, ou en fait certaines thématiques là, qui se retrouvent justement, comme je disais, au confluent de la gestion documentaire et du droit de la preuve. On va parler de la notion d'intégrité. On a besoin d'une compréhension commune. Je pense que ce que tu disais était exactement dans le mille, à l'effet qu'une conception trop informatique de la notion d'intégrité fait perdre une certaine souplesse dont on a besoin pour faire perdurer des documents et leur valeur probante, leur capacité à générer des effets dans le temps et sur le long terme. Ceci étant, c'est malheureusement un peu la toile de fond. Donc, on est un peu pris avec cette situation-là. On va ensuite regarder la question de la portée de la notion de document et enfin, celle des hyperdocuments, des documents programmes, des documents qui seraient peut-être un peu plus exotiques aux yeux des archivistes plus traditionnalistes et évidemment, bien sûr, des juristes. Dans les deux cas, comme je disais, c'est essentiel d'arrimer deux disciplines. Si vous m'interrompre, n'hésite pas non plus. Je sais pas. Donc, allons-y. On a besoin d'une compréhension commune de ce qu'est l'intégrité. On a parlé justement d'une vision un peu plus informatisée de l'intégrité dans la loi sur le cadre. En fait, ce qui me marque un peu plus, c'est que l'approche est centrée sur le document dans la loi sur le cadre. On en fait mention un peu à l'article 6, in fine, à la toute fin, que les mesures de sécurité sont pertinentes dans l'évaluation du maintien du caractère intègre du document dans le temps. Ceci étant, c'est relativement maigre si on la compare, par exemple, avec une approche plus globale de l'intégrité en matière de gestion documentaire et surtout en diplomatique, avec l'évaluation des caractères internes et externes du document. Incidemment, si on compare la loi concernant le cadre à la loi sur la preuve au Canada, on voit que dans cette dernière, on prend en considération toutes les mesures et contrôles des systèmes d'information. C'est écrit noir sur blanc. On va beaucoup plus en détail. Donc, on a une approche qui, est centrée sur le document ou l'élément de preuve qu'on veut produire devant un tribunal, devant un décideur. Mais le cadre juridique dans la loi sur la preuve au Canada prévoit que la fiabilité du système d'archivage électronique doit être démontrée. On voit à l'article 31.3 qu'il y a une présomption de fiabilité dans certaines circonstances. Donc, il y a un petit peu de technique juridique ici, de l'utilisation de la présomption. Il y a également ce focus-là sur le système d'archivage électronique. Et ce qui est important de noter, c'est que des doutes quant au fonctionnement du système d'archivage électronique vont contaminer l'ensemble des documents qu'il contient. Donc, c'est plus dans une approche purement documentaire, basée sur l'unicité d'un document, sur un document unique, dis-je, mais c'est véritablement l'ensemble de l'architecture entourant le document. On va voir un petit peu plus loin, là, on a mentionné le mot chartrier qui m'a fait sursauter l'oreille. J'avais utilisé le même un petit peu plus tard, comme quoi on s'est parlé à quelques occasions. Intégrité et métadonnées. Bon, les métadonnées sont en fait, c'est un mot qui est tout à fait commun à l'oreille des archivistes, des gestionnaires documentaires. Ceci étant un peu moins pour les juristes, ou enfin, cela est un peu moins de nos jours. Par contre, je crois que cette notion-là a percolé, que cette notion-là est beaucoup mieux comprise. On voit ici une décision, de mes décisions préférées, Sécurité des deux rives contre Groupe Méridien, dans lequel une partie avait tenté d'introduire en preuve un courriel qui avait été imprimé. Incidemment, il avait été présenté en preuve la veille ou le jour même de l'audience. Donc déjà, on part en côte, et pas dans le bon sens de la côte, dans la bonne direction de la côte. Mais en fait,
en fait, de métadonnées, le courriel imprimé ne comportait rigoureusement rien. Donc, il manquait tous ces indices qui pourraient, laisser croire qu'il s'agit d'un document qui est complet en lui-même, et également qui aurait permis de tester la véracité, la fiabilité du courriel que l'on entend, du prétendu courriel, pardon, qu'on entendait mettre en preuve. Parce que des courriels, ça génère énormément de métadonnées. On voit à peu près le dixième des métadonnées qu'on peut voir dans un courriel. Est-ce que c'est pertinent de toutes les comprendre? Non. Par contre, si j'ai des doutes sur le contenu d'un courriel, sur l'authenticité du courriel, est-ce que, par exemple, on refile un courriel alors qu'on aurait enlevé une pièce jointe? Eh bien, le nombre de pièces jointes, voire même la signature électronique, ou en fait la valeur de hachage des pièces jointes pourrait figurer dans les métadonnées. Donc, c'est excessivement riche en faits d'enquête et c'est pour ça qu'on veut pouvoir les tester au besoin. Et dans tous les cas, l'absence de métadonnées, c'est en fait l'absence d'informations qui sont comprises au document, mais qui sont tout simplement masquées dans la plupart des navigateurs. Donc, la gestion documentaire s'intéresse aux métadonnées, certes internes au document, donc en bon français, embedded, mais également aux métadonnées externes, ceux qui relèvent de l'environnement de gestion documentaire dont on parlait plus tôt, ou aux procédés de gestion documentaire. Quand on pense aux chartriers du Moyen Âge, il y avait des normes sur la gestion documentaire. On savait on savait par exemple l'ordre des sceaux, la couleur des sceaux. Toutes ces questions, toutes ces façons de faire-là permettait d'établir à haut niveau et à sa face même si un document était digne de confiance ou si des gens pouvaient douter de sa véracité. Et bien entendu, les chartriers qui avaient les moins bons systèmes de gestion documentaire étaient regorgés de faux documents. Et bien entendu, ces crimes de lèse-majesté-là ne demeurèrent pas ça très bien la conjugaison, ne demeurèrent pas impunis. Donc, il y avait une répression du faux en écriture et qui s'accompagnait justement d'une amélioration des méthodes de gestion documentaire, des procédés de gestion documentaire. Et lorsqu'on parle de métadonnées externes, d'environnement de gestion documentaire, je vous rappellerai, je ramènerai à votre mémoire, il y a de cela quelques années, je crois que c'était au Pakistan, un faux document avait été décelé, un faux document électronique avait été détecté en raison du choix d'une police de caractère. La raison était bien simple, la police de caractère n'existait pas à cette date-là. Par exemple, Calibri, donc ça a été publié quelques années plus tard, après le document. Donc, ça fait partie des caractères qui sont externes au document, mais qui peuvent révéler là, ici, dans ce cas-ci, du faux document avec une police de caractère qui prédate, en fait, un document qui prédate la publication de la police de caractère, ça donne une idée assez facile, mais c'est exactement le genre d'indice qu'on peut trouver à l'extérieur des documents qui nous permettrait de juger ou non de la fiabilité du dit document. Donc, tout ça, c'est métadonnées internes et contexte, métadonnées donc externes au document, les logs, les journaux, tout ça, ça fait partie de la discussion qui doit être faite au sujet de l'intégrité des documents. Métadonnées qui doivent elles-mêmes être intègres, donc il faut bien entendu se dire que si c'est de l'information qui est contenue dans un document, il faut faire la preuve de l'authenticité ou en fait de l'intégrité de ces métadonnées-là. Par contre, elles peuvent servir en elles-mêmes d'indices quant à leur intégrité. On voit par exemple ici des métadonnées très sommaires, les métadonnées d'une photographie. Il y en a des centaines dans les métadonnées de type EXIF pour les photographies. Mais on voit par exemple que le modèle de l'appareil photo utilisé, c'était mon ancien téléphone cellulaire de marque HTC. Donc déjà, si ça avait été un iPhone, on aurait pu se douter que soit c'est pas moi qui l'ai pris ou que le document n'est à sa face même pas exactement celui qu'il prétend être, puisque je n'ai jamais possédé d'appareil photo ou de téléphone cellulaire de marque iPhone. Donc, en elles-mêmes, les métadonnées peuvent renseigner sur l'intégrité et sur l'authenticité du document qu'elles représentent, mais également, elles peuvent faire preuve d'autres éléments, d'autres faits juridiques par les inférences qu'on est capable d'en faire. Donc, on voit dans la décision Bernier contre l'Écho de la Rive-Nord qu'il y avait été question d'un kidam qui faisait l'objet d'un vox populi.
qui se plaignait que sa photo avait été utilisée sans son consentement. On a donc, dans la décision, inféré qu'il y avait eu un consentement de la personne. Pourquoi? Parce que M. Bernier participait à un Vox Populi, donc il avait déjà accepté de parler à un journaliste, et que les informations dans les métadonnées indiquaient que l'objectif utilisé est un objectif de 50 mm. Donc, vraisemblablement pas un téléobjectif qui aurait été utilisé par un journaliste caché dans le fin fond du stationnement, mais bien quelque chose qui serait à une distance où M. Bernier ne pouvait pas ignorer que sa photo fût prise. Conjugaison dans le tapis. Penchons-nous maintenant un peu plus de façon plus soutenue sur la notion elle-même de document. Donc, l'article 3 de la loi sur le cadre nous dit que c'est de l'information portée par un support, soit. On a déjà creusé cette question-là bien amplement. On nous dit que l'information y est délimitée et structurée. Donc, déjà, ça nous aide un peu. Ceci étant, comme je disais, le document tel que vu par le juriste, c'est peut-être un document qui a 2 dimensions, qui a 4 coins, 2 côtés et 2 dimensions. C'est pas exactement ce qu'on veut dire ici. Donc, délimité et structuré, ça peut être délimité avec plusieurs dimensions et structuré également. Maintenant, c'est quoi les limites de cela? Première chose à constater, les limites, on va le voir plus tard quand le document devient explosé, mais allons tout de suite au deuxième alinéa lorsqu'on parle de création de documents par la délimitation, la structuration de l'information qui est inscrite à l'intérieur d'une base de données. Donc, on dit que la base de données elle-même est un document, mais qu'est assimilé à un document tous les documents qui en sont générés. Bref, que le record, l'enregistrement d'une base de données, est un document. Mine de rien, cet aspect-là de la définition est très important parce qu'il vient faire le pont entre les disciplines continentales, si l'on veut, de l'archivistique et plus anglo-saxonne du record management. Juste pour ça, je dirais que c'est quand même relativement fin comme approche et on vient de régler, ou de faciliter le dialogue entre deux systèmes. Donc, il n'y a pas juste en droit que l'on fait du transsystémisme. Blague d'universitaire en droit ici. Donc, premier constat, oui, mais premier défi, donc, c'est que notre enregistrement, qui est l'unité de base de la base de données, en fait, il va nourrir de nombreux processus d'affaires. Le défi va devenir de coordonner plusieurs règles de conservation. Sabine en avait lancé la question. De coordonner donc plusieurs règles de conservation au niveau de la donnée, au niveau de l'enregistrement lui-même. Et ça va peut-être demander de revisiter la façon dont sont conçues les bonnes pratiques en fait en matière de conception de calendrier de conservation qui, on se le rappellera, ont été des outils qui ont été créés à une époque où la gestion documentaire sur support électronique était, respectueusement, pourrait-on dire, rudimentaire. Et c'est là qu'on va parler de Bénicie contre Cloda. Si on parle de l'enregistrement, de la délimitation, de la structuration d'un enregistrement, d'un document, dis-je, cette notion-là de document, lorsqu'elle s'applique à un enregistrement audio, elle vise toute la conversation, pardon. Donc, dans la décision Bénicie contre Cloda, outre des problématiques liées à des transferts qui n'avaient pas été documentés, également au fait qu'il y aurait eu une substitution d'éléments de preuve entre la Cour supérieure et la Cour d'appel, assez problématique en soi. Le jugement utilise des termes assez durs, en fait assez directs à cet égard. Ce que l'on y dit, c'est que la preuve d'authenticité doit être faite pour tout élément matériel de preuve, oui, mais elle doit viser toute la conversation et pas uniquement des extraits. C'est ça qui avait été problématique en cours d'appel, c'est que les éléments de preuve de substitution, entre très guillemets, en fait, c'était des extraits qui étaient documentés, on disait de telle minute à telle minute, mais tout le reste avait été omis du dossier. Donc, suffisamment problématique en soi pour entraîner le rejet. Ce que l'on voit en fait dans la décision Métaux contre Schmutz en 2020, c'est qu'on doit d'abord établir la preuve de la confection, l'authenticité, une preuve qui peut être sommaire, mais qui peut être suffisante tout en étant sommaire.
mais également, on vient de caractériser cette preuve de l'intégrité d'un enregistrement audio. Il va être complet, ininterrompu, audible, bien évidemment, et intelligible. Comme de raison, l'identité des interlocuteurs doit également faire l'objet d'une preuve. Maintenant, la portion peut-être un peu plus éclectique, c'est cette dernière-ci, celle des hyperdocuments, des documents programmes. Comme je disais, les documents n'ont plus quatre coins, ils n'ont plus 2 dimensions. C'est une réalité qui est d'un abord particulièrement difficile en droit de la preuve. On peut relativement bien concevoir qu'un document a sa partie de métadonnées qui sont cachées et sa partie données qui sont visibles. Ceci étant, de nos jours, en fait, de plus en plus avec des documents plus complexes, qui viennent refléter des réalités plus complexes, exactement comme l'écrit au Moyen Âge, qui venait supplanter la parole parce qu'il était mieux à même d'appréhender une réalité complexe. Et bien donc, ces hyperdocuments, ces documents-programmes-là, viennent répondre à des besoins, oui, mais ne viennent pas sans leur lot de défis. Lorsqu'on parle, le premier exemple nous arrive un petit peu avant 2007, avant une décision de la Cour suprême que l'on va citer. Notre hyperdocument, c'est en fait quoi? C'est un document qui comporte plusieurs liens entre eux. Donc, un document, par exemple, des termes et conditions de vente qui vont dire, voyez la politique de confidentialité, voyez notre politique de rappel, notre politique de remboursement, notre politique de garantie, par exemple. Donc, cet hyperdocument-là, c'est un document qui va comporter des références vers d'autres documents qui seront qualifiés, selon l'article 1435 du Code civil du Québec, de clauses externes. On dit donc que c'est la clause externe, c'est celle à laquelle renvoie le contrat. Donc, le contrat principal comporte une référence, donc la clause de référence, qui crée un lien intellectuel entre 2 documents, la clause de référence d'un côté et la clause externe. On dit qu'elle fait partie du contrat, elle fait partie de l'instrument contractuel au sens large, bien que ce soit 2 documents différents. 2 documents différents. Donc, on vient dire qu'on a 1 document, 2 documents, 3, 4, 5 documents. Ceci étant, cette interprétation-là a pris pour son décision. J'ai mal placé mon punch. Dans la décision Dell Computer, à l'article, au paragraphe 99, dans lequel on dit que la condition préalable implicite d'accessibilité est un instrument utile pour l'analyse d'un document électronique. On dit qu'une clause qui requiert des manœuvres de grande complexité, qui ne serait pas raisonnablement accessible, ne pourra pas être considérée comme faisant partie intégrale du contrat. On dit donc que la clause contenue dans un document sur Internet à laquelle un contrat renvoie, pour lequel il n'y a aucun lien, sera une clause externe au sens externe du contrat. Donc, on vient un peu exploser cette question-là de référence pour la remplacer par un critère d'accessibilité raisonnable. Ce qui fait en sorte qu'on ne parle plus d'une clause externe si notre document est raisonnablement accessible. On va parler d'un document qui est un hyperdocument, qui peut être tentaculaire, si l'on veut. Ce qui m'amène maintenant à vous parler de champignons. L'idée, c'est que le plus grand organisme vivant sur Terre, c'est un champignon qui fait plusieurs kilomètres carrés de taille. Donc, oui, certes. Je peux peut-être parler plus fort, en fait. Ou peut-être essayer de mettre ma main devant le micro. Donc, la question ici, c'est de savoir qu'est-ce qu'un champignon? Quelle est la définition d'un champignon? Quelle est la définition d'un document? Si vous devez mettre, suivant cette décision-là, ou suivant une compréhension de ce qu'est un être vivant, eh bien, si vous devez mettre en preuve un champignon, vous devriez vous outiller d'une pelle mécanique pour aller chercher 3 000 et demi carrés de champignons. Donc, notre définition doit avoir une portée. Notre définition de document doit être limitée dans sa portée.
ce n'est pas toujours le cas lorsque vient le temps de parler d'une clause externe qui finalement serait définie par un critère d'accessibilité raisonnable et non pas par un critère de limitation du document, et pour lequel ce serait tout à fait correct de permettre l'inclusion du contrat par une clause externe. L'inclusion au contrat, dis-je, par une clause externe. Je vais maintenant parler du cas du document programme. On en parle une fois et demie dans la loi sur le cadre. On parle du document préprogrammé à l'article 35 de la loi. Vraisemblablement, ici, ma compréhension, c'est qu'on parle d'un formulaire web par lequel on fait une commande. Ça peut être un formulaire web, ça peut être un contrat EDI, Electronic Data Interchange, un format d'échange de données qui prédate de l'Internet. Je mentionne également l'article 71 de la loi concernant le cadre, parce que si on a une définition qui est plus complexe, basée sur des notions d'archivistique, des notions plus informatiques, on a également une bonne définition de common law qui vient faire une liste d'épiceries, d'éléments qui sont assimilés à des documents, parmi lesquels on trouve le mot programme. Je le mets à la blague, en fait, parce que vraisemblablement, on parlait d'un programme de concert. Si on lit, par exemple, pamphlet juste avant, on voit également parchemin, c'est rassurant. On entre de plein pied dans le 21e siècle pour savoir que c'est assimilé à un document. Mais donc, de quoi on parle avec un document programme? C'est un document qui n'a pas que des données et de la mise en forme. C'est un document qui comporte des formules. Pour illustrer le cas, on a dans la décision Stadacona contre KSH Solutions, et là je vois que le temps file. On voit en fait quoi? On voit un constat d'échec selon lequel, en vertu duquel, une partie aurait remis et l'autre partie, malheureusement, aurait accepté la livraison d'un document devant valoir preuve, devant être expertisé. On avait accepté un document sous format PDF alors qu'il s'agissait d'un document qui était dynamique, un document programme. Dans ce cas-ci, en particulier, c'était un document de gestion de projet qui permettait de savoir quelles étaient les ressources humaines, matérielles ou en temps qui étaient disponibles afin de pouvoir faire l'agrandissement d'une usine. Et qu'est-ce qui s'était passé? Donc, c'est que en se faisant livrer un document PDF, l'expert ne pouvait absolument pas comprendre quelles étaient les contraintes qui étaient codées dans le document. Par exemple, qu'une personne était disponible à telle place et non pas à telle autre. Ça n'apparaît pas à la face même d'un document. Si vous connaissez un peu les Gantt charts, toutes ces contraintes-là ne sont pas visibles lorsqu'on consulte le document, lorsqu'on a une vue du document. On peut ouvrir certaines portions du document et y voir ou encore y renseigner, y documenter les contraintes, mais on ne peut pas le voir d'emblée. Donc, petite problématique ici. Problématique particulièrement importante, notamment lorsque vient le temps justement de faire des analyses jury-comptables, par exemple. On va vouloir vérifier comment un montage financier aurait été fait, voir d'où viennent des erreurs, d'où viennent des potentielles malversations. Mais en matière de gestion de projet, ça peut être effectivement problématique, ça peut être également problématique. Dans tous les cas, bien rapidement, s'il y a des questions de licence logicielle ou de logiciel maison qui pourraient faire en sorte que c'est pas possible de donner une copie du document natif à la partie adverse ou à l'expert de la partie adverse, eh bien, la procédure civile, elle a des outils, oui, mais elle requiert la créativité. On voit, par exemple, dans le protocole d'instance qu'il est possible justement de prévoir les modalités de constitution et de communication de la preuve avant l'instruction, ainsi que les modalités des expertises. Donc, c'est possible pour une partie de donner accès à un bâtiment, par exemple, pour voir le bâtiment, eh bien, pourquoi ne pas pouvoir consulter un document dans l'environnement électronique de la partie adverse? Il n'y a absolument rien qui s'y oppose. Documents, données et mise en forme, oui, maintenant on va rajouter des formules. Ce que je vous présente, c'est de droite à gauche différentes vues d'un même document. La première, c'est celle où je rentre des 3 dans la colonne B, des 2 dans la colonne C, et vous voyez que la colonne C, la colonne D
en fait, représente une opération arithmétique qui aurait été exécutée sur les 2 colonnes précédentes. On voit aussi que les valeurs varient selon la ligne. Maintenant, si je remplace les 3 dans la deuxième image, dans l'image au milieu, par des 2, eh bien, j'arrive uniquement à des 4. Si je vous montre ça, c'est absolument impossible pour vous de déterminer comment je suis parvenu à mon résultat. Si je vous demande, pouvez-vous trouver l'erreur là-dedans? J'ai fait une erreur de calcul, par exemple 3,2 qui donne 4. C'est pas clair. Donc, vous devez aller chercher plus d'informations, vous devez aller chercher le codage, la formule. Donc, on voit que pour la première ligne, c'est une simple addition, une multiplication pour la deuxième, une exponentiation pour la quatrième. 2 à la 2 font 4, 3 à la 2 font 9. On voit la quatrième ligne à la quatrième ligne, qu'en fait, c'est le chiffre 4. Donc, j'ai, en bon français, hard-codé, j'ai écrit 4. Je pourrais changer la valeur du 3 et du 2, mettre 28, et la valeur de la cellule dans la colonne D va toujours demeurer la même. Incidemment, je peux aussi hard-coder des informations dans ma formule, donc 6 plus 2, ça va, qu'importe la valeur de ma colonne C, ça va toujours, de ma colonne B, pardon, ça va toujours donner la valeur de C plus 2. C'est absolument impossible de rétro-ingénierer. Si on n'a pas accès aux formules, le document devient un document programme parce qu'il exécute des codes. Donc, ça, c'est des exemples très basiques d'imaginer des cas problématiques ou des cas qui seraient impossibles à gérer sans avoir accès aux documents sources, au format natif. Maintenant, si on parle des documents dynamiques et interreliés, vous vous rappellerez, puis j'ai fait abstraction, la dernière ligne, on faisait référence à un document, à un autre document, un autre fichier qui était sur mon ordinateur, mais qu'on aurait pu mettre ailleurs sur le réseau. Donc, comment on fait pour le mettre en preuve? Eh bien, d'habitude, on collecte tout et des experts vont venir recréer le document. C'est pas toujours aussi complexe qu'il n'y paraît. Donc, tout est collecté aux fins de l'administration de la preuve électronique. Par ailleurs, le document va s'afficher dans sa dernière version. Donc, on va voir par défaut les données avant qu'elles ne soient mises à jour et qu'on ait à générer un message d'erreur. Donc, c'est un instantané d'une situation évolutive. Et par ailleurs, un instantané d'une situation évolutive, c'est pas très différent d'une photographie. On pourrait prendre la photographie 5 secondes avant, 5 secondes après. Dépendant de la vitesse du vent, l'arbre pourrait cacher la pancarte de stop ou pas. Donc, il y a une question là, de représentation de la réalité qui est pas 100%. Donc, de la même manière, les méthodes de collecte jury technologique ont des contraintes, ont des limitations pour représenter adéquatement la réalité. Des fois, c'est du temps. Il va manquer le temps pour faire une capture de tout l'environnement technologique, de logistique, de technique et des limites techniques et des limites technologiques. Ceci étant, c'est important de savoir que ce n'est pas antinomique à la recherche d'une vérité judiciaire. Et je vais terminer là-dessus, notamment par manque de temps, mais également par manque de slides, sur le document interface. Donc, on voit que notre document technologique peut être une représentation d'un codage, peut être une représentation d'un programme qui va fournir à la vue certaines informations. Notre document interface, lui, c'est celui où, en fait, il va devenir tellement dynamique que c'est un document qui s'éloigne de la notion de document statique. Il va donner une vue, une représentation toujours évolutive. On va penser, par exemple, à des tableaux de bord, à des fichiers Excel qui peuvent être mis à jour constamment, voire à des outils de type Power BI qui nous permettent de voir en temps réel l'état de quelconque autre système. À ce moment-là, ça devient important de faire un lien avec la théorie de la cause en matière de litige. À quoi sert cet élément de preuve? Des fois, la simple structure du document peut être suffisante sans la preuve de la donnée précise, comme par exemple, si on veut démontrer que telle personne ne pouvait pas ne pas savoir X ou Y parce que cette information-là fait partie d'un rapport, parce que cette information-là fait partie d'un tableau de bord auquel elle a accès. Donc, un document qui s'éloigne de la staticité, qui évolue constamment, en fait, il devient un peu évanescent. Est-ce que c'est un document qui est toujours un document au sens de la loi sur le cadre? Parce qu'on y lit, un document, c'est constituer une information sur un support. L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture
Et bon, qu'est-ce que l'écriture, sinon que de générer des traces, de générer des traces qui vont perdurer, qui vont durer dans le temps. Similairement, à l'article 6 qui traite d'intégrité de l'information, on dit que le support de cette information-là va lui procurer une certaine stabilité, une certaine pérennité. Donc, peut-être que le document revient, peut-être qu'on revient un peu vers l'oralité qui prédate de la preuve écrite. Et je vais citer Nick Mougenot dans un ouvrage sur le droit des obligations qui nous référait à cette ancienne opinion, selon laquelle, je cite, le témoignage des vivants était alors plus digne de foi que le témoignage mort de l'écrit. Sur ça, je crois que j'ai explosé mon temps, Vincent, je m'en excuse, mais je me tais et je te laisse la parole.